Il est 19 h, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce dimanche. Attention aux méduses, une alerte a été déclenchée à Tahiti suite à des piqûres signalées à Punaauia et Mahina. Certaines zones sont interdites à la baignade, la prudence est de mise. Il a 30 ans et il est un expert de la médecine nucléaire. Rien à voir avec les essais, il s'agit d'une spécialité d'imagerie médicale. Pour soigner et sauver des vies, Julien Richard souhaite développer ce dispositif au Fénois. Nous en parlerons avec la secrétaire générale du syndicat du personnel du CHPF, Mireille Duval, est notre invitée ce soir. Un paradis pour les pêcheurs en herbe, grâce à un bassin de poissons d'eau douce. Un nouveau lieu récréatif à Taravao où enfants et parents peuvent s'adonner à la pratique en toute sérénité. Que réserve l'année 1997 ? Moins de conflits, plus de bienveillance envers les pauvres. Monsieur Ousmane nous donnait des éléments de réponse. Il y a 25 ans, avait-il vu juste ? La réponse à la fin de cette édition avec notre rubrique Fénois d'avant. Elles sont là et elles sont nombreuses. Les méduses prolifèrent dans nos eaux en cette saison chaude. Elles représentent un danger à cause de leurs piqûres. Alors la commune de Punaauia a pris un arrêté pour interdire la baignade entre la passe de Ta'apuna et le parc Ver'ei. Mais un appel à la vigilance a été lancé sur toutes les zones côtières de l'île. Ce matin, la police municipale de Punaauia veillait au grain. Malgré l'alerte, des baigneurs n'ont pas résisté aux bains de mer. Ils répondent à Teiva Ribé. Écoutez. On est arrivé et la police municipale est passée pour nous informer qu'il y avait des méduses. C'est bon, c'est l'habitude, hein, mais voilà, on va voir comparé aux enfants. Voilà, si ça commence à piquer, on rentre là. Ici, on se baigne, mais comme elle n'a pas vraiment fait attention, hein. Mais elle a senti là, du coup, on a changé d'endroit. Je pense que c'est juste un endroit où il y a plein de méduses. Du coup, c'est tout ça, normalement, tout va bien. Hein. Les consignes qu'on a reçues, c'est d'aller informer la population qui s'apprêtait à aller à la mer et ceux qui étaient déjà à la mer. Pour les informer, apparemment, on a eu des appels concernant des victimes de piqûres de méduses. Je crois qu'on est arrivé à 5 personnes, je crois. Sur Punaauia. Du coup, on nous avait demandé d'aller voir la population pour leur interdire l'accès à la mer. Et voilà, c'est ce qu'on a fait depuis ce matin. Une semaine après le Nouvel An vient le temps des galettes, une tradition du premier week-end de l'année. Fête chrétienne, l'Épiphanie célèbre l'arrivée des rois mages à Bethléem. Une commémoration devenue au fil des siècles un rendez-vous de partage pour les gourmands. Du côté des boulangers, c'est surtout une période d'intense activité. Lucille Guichet et Jacques Damour étaient avec eux ce matin derrière les fourneaux. Qui aurait pu penser que derrière cette pâte croustillante et cette crème d'amande se cache surtout beaucoup de travail. Alors là, on est en train de mettre un petit sirop maison à la vanille. Ça va permettre à la galette en fin de cuisson de caraméliser. Ici, uniquement du classique, fèves en céramique et frangipane. Pour Fabrice Métet, amoureux du goût et passionné des bons produits, une galette des rois, c'est 5 jours de travail avec des matières premières de qualité, farine label rouge et beurre d'appellation d'origine protégée, limité à 200 galettes, uniquement sur commande. Pour l'approvisionnement, il n'y a pas de souci. Le problème principal, c'est le prix. Forcément, on est obligé de le répercuter, nous, sur le prix de nos galettes. Donc, c'est le consommateur final qui, malheureusement, va ressentir la différence à ce niveau-là. Dans ce fournil, c'est le coup de feu. Au total, ce mois-ci, 6000 galettes sortiront des fours avec 3 parfums différents. À la classique frangipane s'ajoutent pistache framboise et chocolat noisette. Cette année, c'est chocolat. C'est pas le classique alors ? Non, c'est madame qui décide. Selon le syndicat des boulangers, les galettes représentent 10% du chiffre d'affaires annuel. Après les bûches, c'est un dimanche intense pour les professionnels. Commencer à 1h du matin et fini sur les coups de 11h midi. Pour sortir combien de galettes ? Entre 350 et 500. C'est beaucoup ? Oui. Inflation ou pas, classique ou original, les Polynésiens ne boudent pas le rendez-vous de la galette. Les pâtissiers devront donc rivaliser de talent et de créativité pour espérer se tailler leur plus grosse part du gâteau. 12 ans d'études, dont une année préparatoire en Polynésie. Aujourd'hui, Julien Richard est médecin nucléaire au Mans. En remplacement actuellement au CHT du Taoné, cet enfant de Tahiti rêve de revenir travailler pour son pays, avec dans ses dossiers un vaste projet de développement de sa spécialité. Caroline Fary et Eddie Yanko sont partis à sa rencontre. Voilà notre apport par rapport à l'imagerie conventionnelle qui est la radiologie, c'est qu'on arrive à voir
des métastases alors qu'elles ne sont pas encore visibles sur le plan morphologique pur. Julien Richard, 30 ans, jeune médecin polynésien spécialisé dans la médecine nucléaire, évacue d'entrée les clichés, rien à voir avec les essais. Ça n'a strictement rien à voir avec les essais nucléaires. C'est vraiment une spécialité d'imagerie médicale qui est faite pour soigner et sauver des vies, donc notamment dans les pathologies cancéreuses, mais pas uniquement. On a toute une activité dans les maladies inflammatoires, les maladies infectieuses et les maladies multiorganiques, c'est-à-dire cardiovasculaires, neurologiques, pulmonaires. On explore absolument tous les organes du corps humain. La méthode, utilisée depuis 20 ans dans l'Hexagone, sert à des fins de diagnostic et de traitement. C'est l'injection de quantités faibles et sans danger de composés radioactifs. Le procédé nécessite un TEP-scan installé depuis quelques mois à l'hôpital de Taoné. Malheureusement, le TEP scanner n'est pas encore opérationnel parce qu'il manque un cyclotron pour pouvoir explorer toutes les pathologies, notamment cancéreuses. C'est pour ça qu'il y a un besoin urgent, un besoin sanitaire urgent pour mettre en place une activité de TEP scanner avec un cyclotron et le plus rapidement possible pour que les patients polynésiens n'aient pas de perte de chance vis-à-vis de la maladie. Ce dispositif révolutionnaire qui attend le feu vert du gouvernement pourrait bénéficier à 3000 patients polynésiens chaque année, supprimerait les EVASAN et réduirait les coûts de la santé. Actuellement, les patients atteints de cancer qui ont besoin d'un TEP scanner, on les envoie en Nouvelle-Zélande ou en métropole, mais ça coûte beaucoup trop cher. Grâce à cet examen, on pourra supprimer ces EVASAN et tout faire sur le territoire, donc permettre aux patients polynésiens de rester auprès de leur famille, au Fénois, et de pouvoir affronter la maladie dans les meilleures conditions qui soient. Julien Richard repart fin janvier pour Le Mans sans la garantie de pouvoir entrer exercer au Fénois. Pourtant, ce jeune médecin soutient un projet ambitieux d'unité autonome dédié à sa spécialité, le projet Princesse Eyata, qui n'attend qu'une décision politique pour exister. Et ce projet Princesse Eyata avait fait l'objet d'une convention État-pays signée par l'ancien ministre de la Santé, Jacques Raynal. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Mireille Duval. Vous êtes secrétaire générale du syndicat du personnel du CHPF. Yorana, merci d'être avec nous. On l'a vu dans le sujet, il y a ce projet, donc Princesse Eyata, une convention qui avait été signée à l'époque. Où en est-on ? Comme l'a bien expliqué ce médecin polynésien, dont nous sommes fiers aussi aujourd'hui d'avoir un médecin polynésien parmi nous, nous sommes dans l'attente justement du budget du financement qui est encore bloqué. C'est quand même navrant parce que c'est un bénéfice pour les patients et en même temps, on laisse traîner et puis voilà. Donc, alors que c'est essentiel finalement d'avoir ce type de matériel-là au sein du CHPF. Il l'a très bien expliqué en même temps, puisque c'est quand même 3000 personnes qui sont concernées. C'est un plus pour nous, bien sûr, mais j'entends aussi qu'il n'est pas sûr d'être recruté. Donc en même temps, il faut être très vigilant puisque nous-mêmes, ça fait quelques années, plusieurs années, que l'on dit qu'on devient de moins en moins attractif et c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc on a des difficultés statutaires, on a des difficultés de recrutement, on a un manque d'attractivité réel. Alors que là, on vient de le voir également, c'est un Polynésien qui est parti se former en métropole, qui a une spécialité qui est importante. Ça fait partie de vos priorités justement de pouvoir faire revenir ces médecins. Mais bien évidemment, puisque ça fait longtemps qu'on parle de l'océanisation des cadres. Là, on a la preuve aujourd'hui. La fermeture d'écoles d'infirmières n'a pas non plus été bénéfique pour nous tous. Voilà, donc tout se rajoute. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et on l'a déjà signalé, on l'a expliqué, on a eu le dialogue avec notre ministre. Maintenant, il est temps d'agir. C'est ce qu'on dit depuis quelques temps. Ça fait plus d'1 an qu'on attend, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on attend tout ça. Donc on ne peut pas non plus continuer à discuter, en même temps à faire des dépenses sans savoir si on va pouvoir donner une suite dans un projet. Et puis il faut être en même temps vigilant. Voilà. Donc il y a énormément de travail à faire, mais on ne voit rien arriver. Donc pour ce jeune homme, je suis désolée, j'en serais très désolée qu'il ne revienne pas. Et nous, c'est une fierté qu'on a d'avoir des jeunes Polynésiens qui reviennent et qui viennent participer justement à la santé de la Polynésie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? Alors, la situation est compliquée en CHPF depuis 1 an. Vous l'avez dénoncé en janvier 2023. Manque de moyens humains et financiers, pénurie de matériel, conditions de travail difficiles. Une pétition est en cours depuis cet après-midi.
Qu'est-ce qu'a dénoncé et combien de pétitionnaires? Tout a été dit depuis. Ça fait plus d'1 an qu'on parle de nos conditions de travail. On parle aussi des manques de moyens, d'un budget qui n'est pas suffisant, notamment pour l'activité qui est en hausse quand même de plus de 21% depuis 5 ans. Même lui, il dit que ça réduirait des dépenses et qu'on augmenterait aussi, qu'on a une augmentation de concerts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de moyens pour mieux travailler pour la santé de nos Polynésiens. Mais voilà, donc on voit rien arriver. Ça fait longtemps qu'on le dit et aujourd'hui on ne peut plus attendre parce que voilà, tout le monde veut partir. Donc s'il n'y a plus personne, il n'y aura plus personne pour soigner. Donc voilà, il ne faut pas attendre, c'est maintenant. Combien de personnes a signé actuellement la pétition? Écoutez, ça tourne dans les services. J'ai eu un appel aujourd'hui. Bien évidemment, on avait déjà tout signalé. On a vu notre ministre, on a discuté, on a été entendu. Mais maintenant, il faut agir. Et combien ça concerne? Franchement, c'est tout l'hôpital aujourd'hui qu'on arrive à dire que ça suffit. On ne peut pas non plus continuer à accepter de continuer de travailler dans ces conditions. Voilà. Est-ce qu'une grève est possible, du coup, dans les prochaines semaines? Vous pensez qu'une grève aujourd'hui, avec toutes les difficultés sociales que l'on peut voir, c'est l'idéal? Déjà, on va peut-être faire comprendre qu'on ne peut plus attendre. Bien sûr que ça va arriver à une grève. S'il n'y a rien qui se produit, ça va arriver à une grève. Quelles sont les actions concrètes que vous attendez? Ce qu'on attend, un vrai budget pour notre hôpital, de vrais recrutements, une réouverture de l'école et surtout une vraie océanisation des cadres. Voilà, c'est ça. Et ce jeune Polynésien, vivement qu'il revienne parmi nous, vivement que d'autres aussi le rejoignent et une modification des statuts qui n'est pas du tout adaptée, qui n'est pas du tout attractif. Voilà toutes nos problématiques quotidiennes. Et donc on en a assez discuté. On a déjà tout dit et maintenant il faut passer à l'action. Alors, la direction de l'établissement et le pays prépare une refondation de la structure du financement. Le CHPF, malheureusement, fonctionne depuis des années avec une dette de plusieurs milliards de francs. La situation aujourd'hui, elle est comment? La situation financière, elle est effectivement un peu catastrophique. Je pense que vous dites bien les choses, elle est catastrophique. Alors, on ne va pas continuer dans la catastrophe. Il faut justement qu'on redresse tout. On est prêt, mais on ne veut plus attendre. Voilà. Le personnel est prêt à participer à ce qu'on tout se remette bien en place, mais il faut nous donner les moyens. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des rencontres de prévues dans les prochains jours, peut-être avec le pays, la direction de l'hôpital? Alors, la direction de l'hôpital, elle rencontre très souvent le ministre, elle rencontre aussi le gouvernement. Nous, on a déjà tout exposé, des statuts jusqu'au budget, jusqu'aux besoins de matériel et tout, le plan d'investissement. Mais je pense qu'il faut une chose aussi, une vraie participation de l'État, par exemple, pour ces maladies, justement, de cancer, parce que voilà, on sait aussi que c'est peut-être des conséquences du nucléaire, des essais nucléaires. Mais voilà, il faut un vrai accompagnement, il faut de vrais moyens. Et on ne peut pas attendre aujourd'hui. C'est ça qu'il faut entendre. C'est que nous pensons qu'on devient un peu complice de cette dégradation du travail. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup, Mireille Duval. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire générale du syndicat du personnel du CHPF. Ils ont parcouru 16 000 km pour venir prêter main forte aux soldats du feu calédonien. 30 sapeurs-pompiers spécialistes de la lutte contre les incendies ont posé leurs valises sur le Caillou. Ils viennent de Brignoles, dans le Var, et resteront un mois sur le territoire. Ce soutien devrait soulager les équipes locales qui luttent de façon quasi continue contre les flammes. Reportage de nos confrères Carino Arroyo et Luigi Wamereongo Palmieri. À 1h du matin, impossible de découvrir les ravages des incendies de la Grande Terre, mais l'élite des pompiers est prête. Nous sommes une unité militaire de la sécurité civile, c'est-à-dire qu'on appartient à l'armée de terre, mais on est mis pour emploi au ministère de l'Intérieur dans le cadre de missions de sécurité civile. Et notre travail, c'est d'être en renfort national sur des grosses interventions en France ou à l'étranger. Les incendies, mais aussi les catastrophes naturelles dans le monde, ils connaissent bien et sont rompus à l'exercice. Consignes, repérage, observation des théâtres d'intervention, une priorité, être opérationnel le plus vite possible. L'idée, ce sera certainement d'être organisé en plusieurs groupes pour pouvoir se déployer sur le terrain, avec l'impératif de pouvoir communiquer et se réorganiser, et surtout d'être efficace. En 7 mois, 23 000 hectares ont brûlé et les départs de feu sont en augmentation de 30%. Il y avait urgence. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a demandé l'appui de l'État dans cette période et bien évidemment le ministère de l'Intérieur a donné son accord pour venir renforcer les sapeurs-pompiers communaux et la sécurité civile calédonienne de 30 sapeurs-pompiers nationaux spécialistes de la lutte contre les incendies parce que c'est la solidarité nationale.
Demain matin, début du briefing avec nos soldats du feu, en majorité volontaires. Il était impératif qu'ils puissent enfin souffler. Retour au Fénois et direction Talavao, où des pêcheurs en herbe s'adonnent à la pratique sous le regard de leurs parents. Dans des bassins d'eau douce où nagent des centaines de poissons, un lieu récréatif conçu par Michel Van Bastoler. Pêcher puis manger sa prise, un moment de bonheur en famille. Le concept est né il y a quelques semaines, son succès est déjà populaire. Reportage de Stéphane Ratineau et Sandroli. Michel, c'est le papa des poissons. Il y en a des milliers, lui dit des millions. De toutes les formes, des beaux, des laids, des grands, des petits. Un panaché de couleurs et une réalité. L'émerveillement des yeux tant ce tableau tout en mouvement ne cesse de chatoyer. Tu le relâches celui-là, tu ne veux pas le garder? D'accord. Et puis il y a une promesse, celle de la pêche miraculeuse. Depuis quelques jours déjà, les bassins s'offrent aux pêcheurs d'eau douce, plus ou moins aguerris aux différentes techniques. Concentration maximale, hésitation parfois, mais les parents sont là toujours pour donner une plus grande adresse aux apprentis. C'est un bon moment pour toi avec les enfants? Ah ouais, nickel, c'est nickel quoi. Ils sont tous contents et tout, c'est super. Super concept quoi. Tu leur apprends un peu à pêcher, c'est la première fois qu'ils viennent ou vous venez souvent? Ici oui, c'est la première fois qu'on ne sait pas. Donc c'est nickel. Sinon ils ont déjà pêché, ouais. Et les enfants se régalent. Ah voilà, s'il a attrapé une anguille. Et voilà, regarde. J'essaie d'en attraper d'autres. C'est compliqué ou c'est pas trop compliqué? Il faut être patient parce que les poissons, ça mord pas. C'est surtout la chance d'en avoir si ils mordent déjà. Et oui, c'est compliqué. Ça se passe bien. Ils ont pêché toute la semaine là, à la mer. Et c'est la première fois ici au bassin? Oui, la première fois. Un bon moment alors? Un bon moment, oui, avant de rentrer sur la ville, dans le stress. Plus de 30 ans déjà que Michel cultive au-dessus de sa source tout ce jardin d'eau douce, au nom exotique ou inattendu. Tilapia, Sunfish Carp ou encore 747. À l'âge où le compte des ans interroge, Michel le passionné a écouté l'idée de ses enfants, faire de ces bassins un lieu de pêche récréative. Les enfants, ils rigolent, ça se voit. Hein? Ils viennent, ils pêchaient quand ils ont eu un poisson. Oh là là, maman! Voilà. Il y a des gens qui viennent me dire ça se mange pas parce que ça fait pitié. Ben, j'en ai tellement, on ne peut pas avoir pitié encore parce qu'il y en a tellement. Alors je mange et c'est bon. Je vais arrêter. Il y a un fils à moi, il me dit papa, il ne faut pas trop machin, il ne faut pas casser le bassin et tout. Il veut prendre la relève. Parce que là, je vais avoir 80 ans, là. Hein. C'est fini. J'ai eu l'œil. Ici, l'on paye sa pêche au kilo, 1500 francs. Car ces jolis poissons aux couleurs picturales ont une chair qui plaît aux gourmets. Un brin grasse, un brin charnu et un coup de fourchette gastronomique. Une bonne texture. Hein. Une bonne texture. Ah oui, il est bon. Avec un peu de peau, là, un peu de peau grillé, là. Et un hameçon dans les bassins, ici chez Michel, c'est le miracle de l'enfance qui remonte au fil de l'eau vive. Place désormais à notre rubrique du dimanche soir Fénois d'avant. Grève nucléaire, l'année 96 aura été celle de nombreux conflits. Comment s'annonce 1997 ? Monsieur Haussmann nous donnait des éléments de réponse. Il y a 25 ans, avait-il vu juste ? Voyons cela tout de suite avec Natacha Silagi. On fête la nouvelle année, mais on lui demande aussi de nous apporter autre chose que l'année passée, quelque chose de mieux. Médium depuis toujours, une tradition de famille, Monsieur Haussmann tente de répondre à ceux qui s'interrogent sur l'année à venir et qui ne souhaitent pas qu'on en dise du mal. Tout le monde ne souhaite pas que 97 devienne comme 96, parce que 96, il y a beaucoup de problèmes. Cette fois-ci, ce sera différent parce qu'il y a plus de positifs que de négatifs, quoi. Bon, il y aura des petits conflits, ça c'est tout à fait normal. Mais il y aura moins de conflits qui se concernent comme 96, parce que 96, il y a beaucoup de conflits de toute façon. Il y a le problème de nucléaire, le problème de ce qui concerne au niveau de la grève, au niveau de ce qui concerne des salariés, etc., etc. Moins de tensions en 97 en Polynésie, une première tendance garantie par le médium. Donc l'indépendance, c'est pas pour 97. Eh bien, l'indépendance pour l'instant, plus que ce qu'on sait, c'est pas maintenant ça. L'indépendance, il faut que la Polynésie travaille peut-être 10 ans, dans 10 ou 15 ans, 20 ans,
pour penser à l'indépendance, quoi. Ne pas se méprendre. Monsieur Ousmane analyse d'abord la situation politique, économique et sociale du pays dans lequel il vit avant d'annoncer ses prédictions. Un homme qui a la tête sur les épaules. Avec la lutte, c'est concerne des Polynésiens de toute façon, on arrivera à trouver une solution, c'est concerne surtout les gens qui souffrent. Tendre la main aux pauvres pour aller dans le sens des actions qui sont menées, un conseil de monsieur Ousmane pour 97. Pas de grands changements ni bouleversements, mais une amélioration nette des conditions de vie pour tout le monde et des relations humaines en général. C'est un bel avenir qu'il a prédit à la Polynésie, à nous d'en faire notre réalité. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche, elles sont là et elles sont nombreuses. Attention aux méduses qui ont envahi les eaux de Tahiti. Une alerte a été lancée. Des zones de baignade sont désormais interdites. Les piqûres peuvent être dangereuses. La prudence est de mise. Au programme de votre soirée, le téléfilm Amour et trahison, suivi d'un documentaire Secret d'histoire. Et à la une de votre quotidien demain, grève des hydrocarbures, la pénurie menace plus que jamais les îles. Réaliser des projets, sortir de sa zone de confort, quelles sont vos résolutions pour 2024 ? Nous vous avons posé la question et l'on se quitte avec ces quelques réponses qui pourraient vous inspirer. Merci pour votre fidélité et excellente soirée à tous. Alors c'est déjà prendre soin de soi, un peu plus, davantage, et surtout avoir une hygiène de vie convenable. Cette année, c'est créer ma propre entreprise de sculpture et pouvoir promouvoir la sculpture marquisienne, que ce soit dans la gravure, la sculpture et le tatouage. Et après faire des voyages en famille. Et toujours devenir une meilleure version de moi qu'hier et devenir toujours meilleur qu'aujourd'hui et surtout toujours sortir de sa zone et savoir jumper quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Me relancer en fait dans la compétition pour cette nouvelle année, vu que je suis sportif, je suis licencié de la Fédération d'athlétisme de Polynésie française, donc mes objectifs sont d'améliorer mes temps sur mes chronos déjà sur cette nouvelle année par rapport à l'année dernière, c'est déjà un bel objectif pour moi. Sortir encore de ma zone de confort et continuer à inspirer les dames que tout est possible et que voilà, et toujours je continuerai à aider les dames à être bien dans leur corps pour cette année 2024. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet